1952, désert mauritanien. 2 deniers d'argent romains sont mis au jour à l'est de la ville d'Akjoujt. Découverte énigmatique, ces pièces romaines arrachées au sable du désert témoignaient d'un passé oublié, celui de contacts très anciens entre l'Afrique méditerranéenne et les civilisations subsahariennes. À ces trouvailles vinrent s'ajouter en 1983 d'autres pièces de monnaie frappées sous le règne d'Alexandre Sévère, confirmant que les routes caravanières reliant l'Empire aux confins du Sahara avaient bel et bien laissé des traces durables en Afrique de l'Ouest. Ces objets, aussi discrets soient-ils, ouvraient une fenêtre sur une histoire bien plus vaste, celle des expéditions militaires et commerciales romaines à travers le Sahara entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Portés par la soif d'or et d'ivoire, guidés parfois par la nécessité militaire, ces missions d'exploration de l'Antiquité menèrent les légionnaires de divers centurions et légats jusqu'aux rives du Niger, du lac Tchad, à la lisière et au cœur de civilisations qui leur étaient jusque-là inconnues. Loin de l'image d'un empire cantonné à ses frontières méditerranéennes, Rome osa franchir le désert, noua des contacts avec des peuples berbères et a ouvert bien avant l'époque islamique les premiers réseaux d'échanges transsahariens. Les pièces découvertes en Mauritanie ne sont donc pas de simples curiosités archéologiques. Elles incarnent la mémoire matérielle d'un dialogue ancien entre 2 mondes que l'histoire moderne a trop longtemps voulu séparer. La première expédition romaine à travers le Sahara nous est rapportée par le vétéran et chroniqueur Pline l'Ancien. Menée par Cornelius Balbus vers l'an 19 ou 20 avant notre ère, elle atteignit probablement le fleuve Niger, près de Tombouctou. Les légionnaires, au nombre de 10 000, embarquèrent à Sabrata en Libye. Leur but initial était de mater la turbulente tribu berbère des Garamantes, au Fezzan, région frontalière de l'Afrique romaine. Aux frontières de la Libye habitent les Garamantes, une tribu agile légèrement vêtue, vivant sous des tentes et subsistant principalement de la chasse. Selon l'historien de la fin du XIXe siècle J.M. Toutain, ces Garamantes des sources romaines seraient probablement ancêtres des Touaregs. Routiers connaisseurs du désert, ils jouaient à travers le Sahara le rôle économique que les marins de Tyr et de Sidon avaient occupé pendant longtemps dans la Méditerranée. Ils servaient déjà d'intermédiaires commerciaux entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord alors romaine, témoignant ainsi d'un commerce transsaharien des plus anciens. La propension des Garamantes au pillage des riches villes romaines de la côte nord africaine a poussé à cette intervention militaire de Cornelius sous le principat d'Auguste. Sidamus, actuel Gadamès, et Garama, capitale des Garamantes, furent ainsi conquises par les légions de Rome, espérant pacifier la région et protéger les cités de l'Empire des attaques des nomades. Cornelius a ensuite envoyé un petit groupe de ses légionnaires plus au sud, à travers les montagnes de l'Haggar, pour explorer le pays des lions. C'est là qu'ils ont trouvé le fleuve Niger qui, à leur avis, se jetait dans le Nil. Idée reçue que reprendront des siècles plus tard les chroniqueurs arabes qui prenaient le cours d'eau ouest-africain pour un prolongement du fleuve égyptien. La seconde traversée romaine du Sahara a été effectuée en l'an 41 après Jésus-Christ par Suetonius Paullinus, un consul qui fut le premier des Romains à diriger une armée à travers la chaîne de l'Atlas dans l'actuel Maroc, appelée Maurétanie chez les auteurs antiques. Au bout de 10 jours de marche, il atteignit le sommet des montagnes couvertes de neige et plus tard il arriva à une rivière appelée Gerge. Suetonius pénétra alors dans le pays semi-désertique du sud du Maroc et certains de ses légionnaires allèrent probablement près du fleuve qu'ils nommèrent Daras et que l'on pense être l'actuel fleuve Sénégal. Dès le 1er siècle de notre ère, des pièces de monnaies et fubules attestent du commerce et des contacts romains à Akjoujt et Tamakart en Mauritanie. Au 1er siècle de notre ère, le lac Tchad était un immense coin d'eau et 2 expéditions romaines furent menées afin de l'atteindre. Septimius Flaccus et Julius Maternus atteignirent le lac des Hippopotames, comme il était alors nommé par le chroniqueur antique Ptolémée. Ce dernier écrit qu'en l'an 50, Septimius Flaccus mena une expédition afin de riposter contre les pillards nomades qui avaient attaqué les Ptis Magna. Ils ont quitté la Tripolitaine côtière en actuelle Libye et sont passés près des montagnes du Tibesti. Tous 2 ont fait leurs expéditions à travers les territoires des Garamantes et ont pu laisser une petite garnison sur le lac d'Hippopotame et de Rhinocéros. Encore Pline écrit qu'en l'an 70, un légat de la Légion 3 Augusta, nommé Festus, mena une excursion jusqu'au fleuve Niger. Il se dirigea à l'est du massif du Haggar et put ainsi entrer dans le massif de l'Aïr, en actuelle République du Niger. Festus arrive finalement à la zone actuelle de Tombouctou.
Celle qui deviendra 13 siècles plus tard la ville sainte du Soudan occidental existait en effet déjà durant l'Antiquité avant d'être abandonnée et refondée au Moyen-Âge par les Touaregs. Ptolémée, rapportant une autre traversée du désert, écrit que vers les années 80 après Jésus-Christ, le marchand Julius Maternus a entrepris un voyage commercial à travers le Sahara. Parti du golfe de Sirte en Libye, il atteignit l'oasis de Koufra, puis arriva après 4 mois de voyage en compagnie du roi des Garamantes en personne, près de l'actuelle République centrafricaine, dans une région alors appelée Agisimba par les Romains. Julius Maternus, parti de Leptis Magna accompagné depuis Garmin par le roi des Garamantes, se dirigea vers le pays des Éthiopiens. Après avoir marché vers le sud pendant 4 mois, il atteignit la contrée d'Agisimba, qui fait partie de l'Éthiopie et où vivent les rhinocéros. Julius retourna à Rome avec un rhinocéros à 2 cornes, qui fut d'ailleurs exposé au Colisée. Cet animal, qui devait être un rhinocéros noir ou blanc d'Afrique centrale, fit sensation dans la cité éternelle en raison de ses performances dans l'arène. L'empereur Domitien fut tellement impressionné par l'enthousiasme suscité par l'arrivée de la bête à Rome qu'il frappa des pièces de monnaie à l'effigie de l'animal. Loin du cliché romain d'un peuple nomade barbare, les Garamantes étaient une civilisation avancée dont les vestiges de la florissante apogée nous sont parvenus. Il y avait déjà dans des temps aussi reculés un commerce suivi entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, dont les Garamantes étaient les intermédiaires. Des amphores méditerranéennes contenant de l'huile d'olive et du vin, ainsi que des poteries importées, attestent de la fréquence des échanges avec la Rome africaine, rayant alors sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. L'un des articles les plus importants que les Garamantes avaient à offrir aux commerçants romains et ouest-africains étaient des pierres semi-précieuses comme la cornaline et l'amazonite. Elles étaient très prisées par les Romains et constituaient la principale marchandise mentionnée dans les récits relatifs à ce commerce. Ces pierres étaient probablement un produit régional et un symbole de statut pour les habitants de l'Afrique de l'Ouest, étant donné la rareté et la difficulté de les obtenir. Des objets romains se trouvent au Sahara et de manière significative le long de la route des caravanes occidentales. De nombreux artefacts romains ont été trouvés dans la capitale des Garamantes, Germa ou Garama, dans le Fezzan. Entre Germa et Gath ont été trouvées des céramiques romaines, du verre, des bijoux et des pièces de monnaie datant du 1er au 4e siècle. Plus loin sur la route caravanière, à l'oasis d'Abelessa, se trouve le site connu localement sous le nom de palais de Tinhinan, où un certain nombre d'objets de l'époque romaine tardive, dont une lampe, un bracelet en or et une pièce de monnaie du 4e siècle, ont été trouvés. Bien qu'une grande quantité de produits subsahariens ait été acheminée vers la Méditerranée, les produits méditerranéens n'atteignirent pas le sud du Sahara dans les mêmes proportions. La raison en est que les Garamantes et les autres intermédiaires avaient tendance à garder pour eux-mêmes les produits romains coûteux et luxueux plutôt que de les échanger avec leurs contacts dans le sud. Au lieu de cela, ils fournissaient à leurs voisins ouest-africains du sel, des pierres semi-précieuses et des textiles. Les perles de verre et les objets en cuivre provenant de la Méditerranée romaine étaient également échangés mais seulement de manière occasionnelle. Les Garamantes importaient un large éventail de produits agricoles ouest-africains comme le riz, le sorgho et le coton. Le cuir et l'ivoire d'animaux comme l'hippopotame étaient également importés d'Afrique noire. Les animaux de transport domestiqués du nord du Sahara tels que les chameaux et les ânes furent introduits pour la première fois dans le désert occidental au 4e siècle de notre ère grâce à ce commerce transsaharien antique. On pense qu'une route du commerce de l'or s'ouvrit entre l'Afrique sahélienne et l'Empire romain pendant une brève période durant l'Antiquité tardive. L'existence de ce commerce pré-islamique du métal précieux fut renforcée par le fait que la frappe de pièces d'or romaines à Carthage et Alexandrie ne commençant qu'en l'an 295 et ne dura que jusqu'en 429, date à laquelle elle fut interrompue par l'invasion de l'Afrique du Nord par les Vandales. Cet échange constitue donc un précurseur du plus connu commerce de l'or médiéval entre le Bilad de Soudan et le monde musulman arabo-berbère à partir du 7e siècle. Nedjeno, ville antique construite au 3e siècle avant Jésus-Christ et voisine de l'actuel Djenné, possède certaines des plus anciennes preuves connues du commerce méditerranéen classique en Afrique de l'Ouest. Les commerçants de la ville importaient des perles de verre d'origine romaine ou hellénistique dès le 3e siècle avant notre ère. Les découvertes archéologiques de pièces romaines en Afrique subsaharienne sont extrêmement rares, mais il en va de même pour les pièces arabes. Malgré l'ampleur considérable du commerce transsaharien à l'époque dorée du Moyen-Âge, cela est dû en grande partie au fait que les sociétés d'Afrique de l'Ouest
n'utilisait pas de système de frappe de monnaie et que toute pièce importée était très probablement remise en circulation vers le nord ou fondue et réutilisée pour son métal précieux. Ainsi, le 28 mars 1983, une monnaie romaine fut trouvée en Mauritanie. Il s'agit d'une pièce frappée en l'an 226 sous le règne d'Alexandre Sévère. Une autre pièce du même empereur a été retrouvée à Tamakart. En 1952, ce sont 2 autres deniers d'argent qui ont été trouvés à l'est d'Akjoukit. Au total, ce sont 4 pièces de monnaie romaine qui ont été trouvées dans l'actuelle Mauritanie, dans une zone correspondant aux civilisations proto-sahéliennes du Dar Tichit. Dans notre imaginaire collectif, on croit souvent que les contacts entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne commencent avec les explorateurs portugais du XVe siècle. Mais l'archéologie nous raconte une autre histoire. Bien avant les caravelles, bien avant les navigateurs de l'Atlantique, Rome avait déjà franchi le Sahara. Les monnaies découvertes en Mauritanie en 1952 et 1983 en sont la preuve matérielle. Elles rappellent que les routes caravanières, empruntées par des soldats, des marchands ou des guides garamantes, reliaient déjà l'Afrique méditerranéenne aux savanes du Sahel il y a près de 2 millénaires. Ces contacts n'étaient pas massifs. Ils n'étaient pas non plus continus. Mais ils existaient. À travers le désert, circulaient des pierres précieuses, de l'ivoire, des perles de verre et parfois des hommes réduits en esclavage. Et en retour, l'huile, le vin et les objets de luxe romains atteignaient les cités florissantes de l'actuelle bande sahélienne. Les garamantes jouaient un rôle central dans ce commerce oublié. Civilisation du désert, installée à Germa, ils n'étaient pas que de simples pillards, mais des intermédiaires capables de faire circuler les marchandises, les savoirs et les récits. Grâce à eux, Diognedo au Mali possédait déjà des perles venues de Rome au IIIe siècle avant notre ère, et un certain Julius Maternus revint jusqu'au Colisée avec un rhinocéros venu du cœur de l'Afrique centrale. Ces fragments d'histoire nous rappellent que les civilisations antiques n'étaient pas cloisonnées, qu'elles osaient déjà, à leur époque, franchir les frontières du monde connu, qu'elles affrontaient la soif, les tempêtes de sable et l'immensité du désert pour relier la Méditerranée aux terres du Soudan occidental. Alors ces pièces perdues dans le sable mauritanien prennent une valeur immense. Elles ne sont pas seulement du métal ancien. Elles sont la mémoire silencieuse d'un dialogue oublié, la preuve que l'histoire de l'Afrique et de l'Europe s'entrecroisent bien avant ce que nous croyons. Car avant les routes médiévales du sel et de l'or, avant les caravanes de Tombouctou, il existait déjà une première route romaine vers l'Afrique noire. Une route fragile, presque effacée, mais assez forte pour traverser 2000 ans d'histoire et parvenir jusqu'à nous. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les abonnés de la chaîne savent que c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc j'en ai fait une deuxième version parce que j'étais pas satisfait de la première. Et j'espère traiter